Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de cet appareil photo, le Fujifilm X-E1, un appareil photo de l'année 2012. Allez, c'est parti. Alors, une petite introduction. Tout d'abord, un million de merci à Photoshop.com puisqu'ils m'ont fait cadeau de cet appareil photo. L'objectif, non, ça c'est un Viltrox 33 mm 1.4. Je suis en train de faire le test, donc ça je le rendrai. Donc bientôt tu vas voir le test de cet objectif. Mais le X1, en fait, je leur ai dit un jour, je dis, vous n'avez pas un appareil photo là dont vous voulez plus, un Fuji, un vieux truc ah bah si tu veux, on a un X1 qui est neuf, qui n'a jamais été utilisé. C'est un appareil de démo, mais enfin il n'a pratiquement pas été utilisé. Et si tu le veux, bah, il est pour toi. Voilà, donc merci beaucoup. Donc moi, ce que je veux raconter sur cet appareil photo, c'est peut-être te montrer ce qu'il peut faire, mais surtout peut-être que ça va changer le point de vue de beaucoup sur le vieillissement réel des appareils photo. Si un appareil photo de 2012 est encore ok en 2021, quoi. Et je pense que beaucoup, ça va les faire réfléchir un petit peu. Voilà, on continue. Alors en 2012 est sorti le X Pro 1, qui était le premier appareil photo que faisait Fujifilm avec un look télémétrique, avec un viseur optique. Mais c'était pas télémétrique, hein, mais ça avait le look télémétrique. Et ça a eu énormément de succès. C'était quand même un appareil qui était assez cher quand même. Hein. Et donc quelques mois après, ou l'année suivante, je ne sais plus si c'était sorti en 2011 et en 2012, enfin non, dans ces années-là. Ok, celui-là est sorti en 2012. Ils ont donc sorti le X-E1. Donc c'était un petit peu son petit frère, avec un viseur numérique uniquement et non pas un viseur optique. Et c'était un petit peu l'alternative. Peut-être pas de la manière de le présenter par Fujifilm, mais dans la tête de beaucoup de gens, c'était l'option alternative. D'ailleurs, c'était le même capteur, un capteur de 16,3 millions de pixels, un X-Trans 1, qui avait le même capteur. Donc cet appareil photo a eu énormément de succès de suite. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand les gens parlent des capteurs X-Trans, beaucoup préfèrent le premier au deuxième et au troisième. Alors le quatrième, apparemment, ils sont revenus un peu plus sur le look que les gens cherchaient, mais enfin c'est une question de goût. Beaucoup de gens trouvent que ce capteur, la version 1 du X-Trans, avait un look beaucoup plus photo argentique, quoi. Bon, voilà. Après, c'est une question de goût, hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'a cet appareil photo? Eh bien, il a une monture X qui permet de monter les objectifs de la gamme X de Fuji et les alternatives aussi. Par exemple, là j'ai un Viltrox. Ok. Il y avait déjà un nettoyage de capteur, ce qui était cool et utile. Après, les ISO. Les ISO vont de 200 jusqu'à 6400 ISO en natif, donc ça démarre à 200. Et tu peux le forcer à 100 ISO, donc à la baisse, 12 800 à la hausse et 25 600. Alors surprenant, les ISO sont pas mal du tout. C'est-à-dire qu'à 1600 ISO, c'est encore complètement acceptable pour l'époque. Et c'est aussi parce que en ayant une résolution, une définition de 16,3 millions de pixels, les pixels sont plus grands, donc il y a moins de problèmes de bruit. Okay, alors 16,3 millions de pixels, ça peut sembler très peu. Mais en fait, c'est ce que j'utilise moi professionnellement sur mes Olympus OMD 5 Mark II pardon, de l'année 2016. Et beaucoup de gens pensent de nos jours, on te lave le cerveau en disant que c'est pas suffisant. Et alors moi j'ai vu des photos faites au Canon 300D imprimées sur une taille de 1 m sur 1,50 m. Et si tu le regardes à la distance normale, un truc de 1,50 m, tu ne regardes pas cette distance, quoi, hein, tu mets une certaine distance, normale, 1 mètre de distance peut-être. Eh bien, parfaitement, tu vois pas où est le problème, quoi. Et c'est la 300D, elle a 5 millions de pixels, hein, d'accord. Donc, je pense que beaucoup de gens se trompent complètement sur l'histoire du besoin de très haute résolution, sauf si tu es vraiment tout le temps en train de recadrer tes photos. Donc, si tu veux qu'il reste quelque chose, il faut partir de haut, quoi. Mais sinon, bon, c'est pas indispensable, voilà. Alors, l'autofocus, c'est un autofocus par contraste. En basse lumière, c'est pas un foudre de guerre, ok, mais ça marche. Il a détection de visage, mais pas détection d'œil. Et aussi, il a 49 points d'autofocus. Alors, il y en a qui disent 49 points, c'est tout que ça. Alors, moi, c'est un truc qui me fait toujours marrer parce que moi-même, sur un appareil, même si j'ai 100 points, j'utilise un point. Donc, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que les gens qui font de l'action, ils ont besoin peut-être de plusieurs points pour le déplacement du sujet et tout ça. Mais bon, 49 points, tu vois venir, à mon avis, c'est pas un drame. Ok. La vitesse d'obturation, ça va depuis 30 secondes jusqu'à 1/4 millième de seconde. Et tu as un mode bulbe qui te permet de faire 60 minutes de suite.
Tu as un petit flash intégré qui est là, tout petit. Alors, vu la taille, c'est pas une lumière jolie, mais enfin, tu peux quand même l'orienter vers le haut si tu veux rebondir vers le toit, plafond, truc comme ça. Ça aide un petit peu. Tu as évidemment une griffe flash standard et la synchronisation flash est au 1/180e de seconde. Alors là, tu m'attends au virage, tu dis ouais, Eric, il dit toujours faut au moins 1/250e, ça c'est 1/180e. Oui, mais c'est les de 2012. Hein. Ok. Donc, il y a encore des appareils Fuji actuels qui sortent avec 1/180e de seconde. Même le GFX 50 S2 dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, c'est 1/125e, ok. Enfin bon, je parle dans cette taille. J'aurais préféré un 250e, enfin là je vais pas pleurer vu l'époque. Puis c'est un cadeau, hein, ok. Il y a un bouton de compensation de +2, -2 d'exposition. Tu as un bouton de fonction qui est là. Ok, donc tu programmes comme tu veux. Il y a le célèbre bouton Q de Fuji qui te permet d'accéder, changer les configurations rapidement. Il y a d'autres marques qui l'ont, ils l'appellent différemment. Voilà, donc ça y est. Alors, ça fait du bracketing d'exposition, bracketing de film. Alors, je rappelle que Fuji, depuis le départ, met des simulations de films. Alors, leurs propres films, Provia, Velvia et tout ça. Et donc tu peux faire un bracketing en choisissant 3 d'entre elles et ça fait 3 photos et ça choisit, après tu as 3 versions, voilà. Bracketing d'ISO, bracketing de rang dynamique. Ça fait des rafales jusqu'à 6 images secondes. Alors, de nos jours ça a l'air peu, mais moi à cette époque, j'avais en 2012, j'utilisais un Canon 5D Mark II et Mark III. Et je crois que c'était 8 images secondes la rafale. Donc voilà, c'était considéré un appareil de pro et ça pas forcément, donc voilà, ça va. Alors, revenons sur les simulations de films. Il a 10 simulations de films. Et Fuji, actuellement, sur le GFX 50 S2, on a 19. Sur les juste avant, le XT4, je crois qu'il y en a 18. Donc, tu vois, ils avaient déjà une dizaine. C'était pas mal. Alors, tu peux faire de la temporisation, le retardateur de 10 ou 2 secondes. 10 ou 2. Donc, si ce que tu veux faire, tu veux pas toucher l'appareil ou tu veux te faire un selfie ou n'importe quoi, voilà. Le viseur est 100%, c'est-à-dire que 100% de ce que tu vois dans le viseur, c'est la réalité, ça ne recoupe pas, donc c'est très bien. Alors, arrivons sur l'écran. L'écran, bah alors, ça fait marrer parce que bon, il n'est pas très grand, c'est un 2,8 pouces. Alors, en centimètres, je sais pas, moi, en photo, je parle en pouces, ok. Sur les likes, les dislikes, ok. Alors, il n'est pas orientable, ok, et il n'est pas tactile. Donc, à l'époque, il n'y en avait pas trop comme ça. Donc, bon, c'est complètement normal pour l'époque. Voilà. Alors, la vidéo, c'est assez risible quand même. Ça faisait du Full HD, donc 1080, donc jusque-là, ça va bien. Mais par contre, une seule vitesse, 24 images secondes. Ni 25, ni 30, ni voilà. Donc, c'est-à-dire que, alors tu peux enregistrer jusqu'à 30 minutes de suite, 29 minutes de suite. Mais ça veut dire que si, par exemple, tu es hors d'un pays où la fréquence électrique, c'est de 60 Hz, si tu es en France, par exemple, à 50 Hz, eh bien, le problème, c'est qu'à 24 images secondes, eh bien, il peut y avoir des problèmes avec, en intérieur avec la lumière. Ça ne va pas synchroniser, donc tu risques de voir un scintillement. Donc, vidéo, je compte même pas qu'il y a de la vidéo. Elle est là, mais enfin bon, moi je l'utilise pas. Voilà. Alors, tu as aussi des modes scène pour des scènes qui sont là, et aussi un mode panoramique qui est très bien, ok. Et tu avais déjà une fonction de focus picking qui te permettait de faire la mise au point en manuel et savoir où était faite la mise au point. Alors, petit point noir. Dans ce cas, c'est petit point blanc. Et les points sont blancs. Donc, si tu fais une simulation de film en noir et blanc, là, tu vois pas bien si tu fais une mise au point manuelle. Voilà. Alors, les modèles suivants, ils ont arrangé ça. Ok. En interne, tu as un convertisseur de RAW. C'est-à-dire que si tu travailles en RAW, tu peux le convertir directement à JPEG dans l'appareil. Donc, sans passer par ton ordinateur. Tu peux le faire. La connectivité, c'est USB 2. Pour l'époque, c'est logique. Mini HDMI. Et aussi, tu as une prise microphone, mais avec un jack de 2,5 mm. Quand le standard c'est 3,5, donc il faut un petit câble adaptateur que Fuji se faisait un plaisir de te vendre. Voilà, ok. Le poids 350 grammes avec la batterie et la carte SD. Alors la SD c'est des UHS-1 et la taille, bah, tu vois elle est correcte, hein. Tu vois la taille, hein, c'est pas énorme. Hein. Ok, là t'as l'objectif, il y a des objectifs plus petits, mais voilà, donc la taille c'est un petit truc sympa. Voilà, il n'est pas trop égalisé et la batterie fait environ 350 photos. Alors super, c'est l'époque où Fuji t'incluait un vrai chargeur avec ton appareil photo. Tu prenais la batterie, tu la mettais dans le chargeur. C'est ce que je réclame, qu'ils ont enlevé, je réclame depuis. Maintenant, ils te mettent même plus de chargeur, ils te mettent un petit câble USB à brancher sur ton chargeur de smartphone et bonne chance. Voilà, donc les temps ont changé, monsieur Fuji. Hein, à l'époque, vous étiez un peu plus généreux. Enfin, vous le faisiez payer parce qu'à 1000 € l'appareil, ça faisait quand même ok. Alors, pourquoi un XE1 ? Un XE1, pourquoi en 2021 avoir un XE1 ? D'abord,
Tu te rends compte qu'en 2012, il coûtait plus de 1000 euros. À mon avis, c'était costaud 1000 euros à l'époque, pour les prestations que ça avait, mais enfin c'était sûrement le marché, ok. Et de nos jours, en occasion, tu le trouves à entre 100 et 150 euros. Donc tu dis, mais attends, cet appareil en 2012, s'il était dans les 1000 euros et les gens qui l'achetaient avaient tel profil, aujourd'hui il vaut 90% de moins. Est-ce que ça vaut encore le coup? Ben ouais, si tu pouvais faire les photos il y a presque 10 ans avec, pourquoi tu ne peux pas les faire aujourd'hui? C'est ce qu'on oublie, beaucoup de gens oublient en fait. Tu te rends compte que la qualité est là, la qualité d'image est là. C'est vrai, il n'y a pas une super définition. C'est vrai, les ISO ne montent pas super haut. Donc tu dis, mais attends, s'il y a 9 ans ça marchait, qu'est-ce qui a changé autour de moi pour que ça ne marche plus? Alors sauf si tu t'es mis à faire des photos d'action, des photos seulement de basse lumière et tout ça, mais si c'était bon il y a 10 ans, c'est bon aujourd'hui. Il faut arrêter le délire, quoi. Alors l'autre point, moi, qui me semble vraiment fantastique, et c'est le point qui vraiment m'aide à comprendre et m'a convaincu de pourquoi autant de gens utilisent Fujifilm en JPEG avec les simulations de films. Parce que moi, je te passe des exemples que j'ai fait à Fuerteventura et aussi j'en ai fait à Tenerife avec la simulation. Alors, tu as des simulations de films de Fuji qui sont dans l'appareil et après ce qui s'appelle des recettes que tu peux configurer ton appareil pour donner le look que tu veux. Donc sur internet, il y a des recettes qui circulent pour avoir le look tel style de film, tel autre, voilà, et puis tu rentres les infos, c'est bon, quoi. Donc là, j'ai mis un style Kodak Portrait que j'ai pris sur Fujifilm X Weekly, Fuji X Weekly, c'est un site web. Donc il y a un truc assez proche du portrait et le look est vraiment pas mal, quoi. Donc tu te rends compte pourquoi il y a des gens qui commencent à se dire bah attends, moi je veux être léger, rapide, je veux me concentrer sur la photo, je veux pas m'emmerder en post-production, je veux un truc prêt. Donc si tu sais exposer correctement, c'est complètement nickel d'utiliser une simulation de film qui te donne directement un JPEG qui est fini. Il n'y a pas à t'inquiéter. D'ailleurs, la preuve est là. J'ai fait des photos. Moi, je trouve que j'avais rien à faire derrière. J'ai quand même mis le parachute en activant JPEG plus RAW. Donc, si un truc ne me plaisait pas, j'avais le RAW. Mais c'était OK quand même, tu vois. Autre chose, ça te permet d'avoir un budget limité, d'avoir accès à plein de choses. Et aussi des objectifs vintage que tu peux monter dessus avec un adaptateur. Donc, j'ai fait une vidéo sur les adaptateurs de KF Concept. Je te laisse le lien ici, OK. Et en fait, tu as un capteur qui est excellent. Et le poids, la taille, c'est un truc pratique. Et puis en plus, tu n'as pas à t'inquiéter si on va te le voler, si tu vas le perdre, s'il va se casser. Parce que l'investissement est quand même faible, tu vois. Alors, les points noirs, ça serait quoi pour moi? Les points noirs, enfin, c'est relatif. Mais vu que tu peux utiliser cet appareil de manière facile, rapide, tu l'as dans la poche et tout ça, ça serait vraiment bien d'avoir du Wi-Fi pour pouvoir transférer tes photos finies directement à ton smartphone pour les monter sur les réseaux sociaux par exemple, sans t'embêter à les passer la carte, lire la carte et tout ça. C'est vraiment pratique ça. Alors ça, ils l'ont arrangé sur le modèle suivant, le XE2. Autre point qui serait bien, que l'autofocus soit un petit peu plus performant, bien que pour moi ça va pas être un problème. Donc si tu vas prendre un XE2, prends plutôt le XE2S qui a un autofocus de détection de phase, donc ça va un peu mieux aussi. Donc voilà, moi je te conseille plutôt le XE2S si tu voulais passer un rond dessus. Et l'autre point qui me convainc pas trop, c'est pour le focus picking. Le problème que les points qui t'indiquent où la mise au point est faite soit blanc, fait que si tu as une simulation de film en noir et blanc, ça se voit pas bien. Donc les modèles suivants, ils ont mis l'option de mettre les points en couleur, rouge, jaune, bleu, je sais plus lesquels. Donc si vraiment tu veux un appareil comme ça pour vraiment l'utiliser seulement en noir et blanc, et pas en RAW, mais en JPEG terminé noir et blanc, dans ce cas là dans le viseur tu vois directement en noir et blanc, eh bien moi je te conseillerais de prendre le modèle supérieur pour avoir justement les points en couleur. Ça aide vraiment à la mise au point en mode manuel. Si tu fais de l'autofocus, il n'y a pas de problème. C'est si vraiment tu veux utiliser ou un objectif en mode manuel comme un TT artisan, un 7 artisan, il y en a plein, un Make-up, on va m'envoyer un maintenant, là, des trucs comme ça, donc c'est plus cool, voilà. Côté vidéo, ouais, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas mis la vitesse 25 et 30, au moins la 25, donc les Américains, les gens aux États-Unis, ou en Amérique du Nord et Amérique du Sud, dans pas mal de pays qui sont à 60 Hz, ils auraient été contents. Et donc les Américains en général, voilà. Et puis il y a d'autres pays, certains dans d'autres endroits du monde peut-être, mais 60 Hz, le continent américain,
de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, voilà, ils auraient été contents avec un 24 et puis nous avec un 25 quand on est en 50 Hz ça aurait été ok, tu vois. Donc voilà. Donc alors autre truc qui m'aurait plu aussi, c'est qu'il n'y avait pas encore l'option de zébra ou d'indication de haute lumière et basse lumière. C'est-à-dire que moi sur mon Olympus, je sais exactement avant de faire la photo où sont les hautes lumières et les basses lumières. Et là je l'ai pas. J'ai un histogramme, mais c'est tout, tu vois, j'ai pas plus. Et ça aurait été cool d'avoir déjà ça qui est venu sur les modèles suivants. Mais sinon, c'est un appareil photo, c'est quand même hallucinant de penser que ces appareils photo sont considérés comme des rebuts, quoi, des trucs qui sont plus utiles. Alors qu'en fait, tu te dis, attends. Il y a un paquet de mecs qui achètent des appareils photo actuels bas de gamme, mais bas de gamme, hein, pour 400 €. Et là, pour 150 plus un objectif peut-être manuel à 50 €, en total, bah, peut-être pour 200 €, ils ont un appareil bien plus intéressant à mon avis, hein, avec une meilleure qualité d'image probablement, une meilleure qualité de plein de trucs. Donc c'est un truc qu'il faut vraiment repenser et tu te rends compte comment les marques et les youtubeurs, les influenceurs nous lavent le cerveau, nous font un petit nettoyage bien costaud pour qu'on oublie qu'un appareil qui a 9 ans n'est pas un appareil à jeter à la poubelle, mais un appareil parfaitement utilisable pour la grande majorité d'entre nous. Et là, j'inclus beaucoup de professionnels aussi. D'ailleurs, moi, si demain mes Olympus pétaient, j'aurais aucun problème à être en train de travailler avec cet appareil de 2012 et faire mon boulot correctement, quoi. J'aurais pas de problème avec ça. J'aurais peut-être quelques petits trucs à adapter, par exemple la vitesse d'obturation synchro du flash, comme ça, tu vois. Mais bon, j'aurais pas de problème à finir le travail avec ça, tu vois. Donc, je pense que celui qui fait du voyage, des trucs comme ça, et qui veut justement pas s'embêter, il peut utiliser ça. Il a un investissement minimum. Et la différence entre celui-là et le dernier qui coûte à peu près la même chose, quand il est sorti, peut-être un peu moins, c'est le X4. Ils ont enlevé le petit grip ici, c'est plus compliqué. Ils ont viré le bouton d'enregistrement de vidéo, celui-là, là pas non plus. Maintenant, il fallait par le mode. Il y a plein de trucs qu'ils ont virés. Et en fait, tu dis qu'est-ce qu'il a de plus? Que l'autofocus est plus performant et qu'il a plus de simulation de film. Et puis il a plus de définition, de résolution, il a plus de mégapixels. Mais sinon, tu dis, attends, si c'est un appareil complémentaire caprice ou même principal, ça c'est nickel, tu vois. Et puis si tu veux un petit peu meilleur, un petit peu plus performant, d'occasion pour 250 € ou 300, peut-être un XE2 ou XE2S, tu vois. Et ça va très bien aussi, tu vois. Donc là tu te rends compte que l'évolution dans le marketing dans la tête des gens est en train de faire des ravages et aussi dans leur portefeuille. Et qu'il y a plein d'opportunités. D'ailleurs, son grand frère, le X Pro 1, la cote est encore solide, hein, de l'ordre de 400-500 €. C'est difficile de voir plus bas parce que même s'il a le même âge, à peu près cet âge, un petit peu plus vieux, il est très recherché parce que les résultats sont là, quoi. Et c'est pour ça, moi, quand j'entends des gens, est-ce que tel appareil sert encore en 2021 ? Moi, la question, c'est plutôt, est-ce que toi, tu sers à l'appareil en 2021 ? Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mille merci à Photosflash de m'avoir fait ce cadeau. Bientôt le test du Viltrox. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichevaux.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichevaux.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous la vidéo. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digit Photo France. Je te laisse aussi des liens de tout le matos de KF Concept que j'ai essayé et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.